Honorable assistance, c'est pour moi un grand plaisir de figurer pour la 3e fois d'affilée parmi les orateurs de la 3e journée scientifique de l'AMPSO pour vous parler de la dépression et de ses intrications avec les troubles neurologiques, un thème que j'aborderai bien évidemment avec la casquette du psychiatre en remplaçant à pied levé ma collègue neurologue qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors pour ce faire, nous laisserons guider par le plan suivant. Je vous parlerai, après l'introduction de l'épidémiologie, des interactions entre la dépression et les troubles neurologiques. Nous parlerons également des difficultés et pièges diagnostiques que l'on peut rencontrer, des conséquences d'une dépression masquée, non diagnostiquée et non traitée, et des principes de prise en charge avant de conclure. Donc, en guise d'introduction, la maladie neurologique est source d'handicap, de douleur, de perte de statut social, de dépendance. Elle peut carrément défigurer l'individu, modifier son apparence, sa relation au monde et le regard des autres. La dépression apparaît dans cette perspective-là comme une évidence. La relation entre la dépression et les troubles neurologiques est donc bidirectionnelle. Et une dépression masquée, c'est une dépression qui est cachée et qui correspond à un type de dépression où les symptômes psychologiques sont dissimulés derrière des symptômes somatiques, particulièrement neurologiques dans ce cas-là, ce qui rend le diagnostic difficile. Donc l'épidémiologie peut élucider l'association qui existe entre la dépression et les troubles neurologiques. Les études épidémiologiques permettent de mettre la lumière sur le lien qui existe entre la dépression et les troubles neurologiques. Ainsi, on constate que la dépression est la comorbidité psychiatrique la plus fréquente, à côté de l'anxiété, dans l'épilepsie. Sa prévalence est de 20 à 55% chez les patients instables et de 3 à 9% chez les patients qui sont stables sur le plan épileptique. Même constat chez les migraineux, où la dépression est 2 à 10 fois plus fréquente que dans la population générale. Et chez les patients ayant souffert d'accident vasculaire cérébral, où la prévalence de la dépression est de 18 à 33%. La démence, elle aussi, est associée à un risque accru de dépression qui semble augmenter, et inversement, une dépression semble augmenter le risque de développer ultérieurement une démence. Alors, l'interaction dépression-troubles neurologiques peut s'inscrire dans différents cadres. Alors, comme vous voyez sur ce schéma, elle peut simplement être primaire et de découverte fortuite, comme elle peut également être un symptôme de la maladie neurologique, comme elle peut être également iatrogène aux médicaments proposés, ou liée à un trouble de l'adaptation à cause du retentissement psychologique de la maladie neurologique. Mais quelle que soit son origine, elle conduit toujours vers une majoration du risque suicidaire. Alors, quelles sont les difficultés et les pièges diagnostiques ? Il faut savoir que la frontière entre la neurologie et la psychiatrie est souvent artificielle. Les patients qui souffrent d'épilepsie, de sclérose en plaques, d'AVC par exemple, présentent tous un risque beaucoup plus élevé que la population générale de dépression. La question de savoir si ces comorbidités sont en réalité des caractéristiques du trouble neurologique sous-jacent est sujette à débat. Ceci peut entraîner les patients dans un véritable cercle vicieux, comme vous le voyez sur ce schéma. Une dépression sous-diagnostiquée peut conduire à des rechutes, à des récidives, à une chronicisation du trouble ou à une augmentation également de la sévérité de l'atteinte et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, pourquoi la dépression est à ce point sous-diagnostiquée ? Cette méconnaissance de la dépression est imputable à de nombreux facteurs. Nous citons, à titre d'exemple, les connaissances qui sont insuffisantes concernant la dépression, la focalisation du praticien parfois sur les plaintes neurologiques. Parfois, on peut avoir des formes cliniques qui sont masquées de dépression ou la confusion des symptômes de la dépression avec les signes neurologiques ou les effets des traitements neurologiques. Par exemple, dans les troubles neurologiques, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir de l'apathie ou une faible concentration des troubles de sommeil, ce qui rend le diagnostic de la dépression coexistante souvent difficile. Et puis on a la banalisation des symptômes dépressifs. Après tout, c'est normal d'être triste avec une telle maladie, ainsi que la réticence à l'utilisation des traitements antidépresseurs ou au contraire l'excès d'usage de ces médicaments. Parmi les pièges diagnostiques que l'on peut rencontrer en pratique courante, on peut citer par exemple les troubles de mémoire, en particulier chez les sujets âgés qui peuvent souvent être associés à une dépression sous-jacente. Les patients vont se plaignent d'oublis fréquents, de difficultés à se concentrer, de problèmes à mémoriser des informations récentes. Cependant, ces troubles mnésiques sont souvent appelés pseudo-démence dépressive et ne sont pas liés à une vraie altération structurelle du cerveau, comme dans les maladies neurodégénératives par exemple, mais plutôt à un ralentissement cognitif causé par la dépression, et les patients peuvent avoir l'impression de perdre leur capacité cognitive, mais les tests neuropsychologiques montrent dans ce cas-là que la mémoire à long terme et les capacités de raisonnement sont intactes, et ces troubles mnésiques peuvent généralement s'améliorer lorsque la dépression est traitée.
On peut également être induit en erreur par les céphalées chroniques, en particulier les céphalées de tension, qui peuvent être une manifestation courante de la dépression masquée. Les patients dépressifs peuvent se plaindre de maux de tête persistants, diffus, et souvent décrits comme une sensation d'oppression ou de tension autour de la tête. Alors, dans ce cas-là, contrairement aux céphalées primaires classiques, les céphalées liées à la dépression ne sont généralement pas accompagnées de symptômes neurologiques spécifiques, comme par exemple une sensibilité à la lumière ou des nausées, mais ils sont plutôt chroniques, de faible intensité, mais ils peuvent être aggravés par le stress ou par l'anxiété. Les douleurs physiques peuvent également être un masque fréquent de la dépression, comme l'on a vu précédemment avec la présentation du professeur Najib. Cela peut inclure des myalgies, des arthralgies, des sensations de fatigue généralisée, et ces douleurs sont souvent inexpliquées sur plan médical. Les examens physiques et les explorations paracliniques ne montrent généralement pas de cause organique, et les douleurs semblent parfois disproportionnées par rapport aux observations cliniques objectives, et ils tendent à s'améliorer avec le traitement de la dépression. On peut avoir des sensations de vertige, étourdissement ou déséquilibre sont d'autres symptômes qui peuvent également masquer une dépression. Ces sensations peuvent amener le patient à consulter un neurologue ou un ORL suspectant une atteinte vestibulaire ou neurologique, et les examens neurologiques ou vestibulaires, dans ce cas-là, ne révèlent généralement pas de cause précise. Le patient peut rapporter un sentiment de flottement ou de malaise sans vertige rotatoire typique. Le stress et l'anxiété qui accompagnent la dépression peuvent exacerber ces sensations. Alors, les patients dépressifs peuvent également se plaindre de symptômes sensoriels, comme par exemple des engourdissements, des picotements, des sensations de fourmillement. Souvent dans les extrémités, ces symptômes peuvent amener parfois les neurologues à suspecter une neuropathie, une sclérose en plaques, mais ils ne correspondent pas toujours à une distribution neuroanatomique spécifique. Et même les tests électrophysiologiques et les examens neurologiques sont souvent normaux. Ces symptômes peuvent être liés à une hypervigilance, à une sensibilité accrue aux sensations corporelles, ce qui est un phénomène très fréquent chez les patients dépressifs. La fatigue est un symptôme également très fréquent de la dépression, mais elle est souvent interprétée comme un signe d'un problème médical sous-jacent. Les patients évoqueront une anémie ou une pathologie thyroïdienne, par exemple. Les patients peuvent rapporter une sensation de lassitude extrême, même après des activités mineures, une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. Donc la fatigue liée à la dépression, elle est généralement associée à une perte de motivation, à un manque d'intérêt pour les activités habituelles, ce qui la distingue des causes purement physiologiques de la fatigue. L'insomnie, surtout l'insomnie de réveil précoce, est un symptôme classique de dépression associé à une anxiété très importante. Contrairement aux troubles de sommeil primaires, les patients souffrant de dépression rapportent souvent que leur sommeil n'est pas réparateur et même s'ils dorment suffisamment, ils n'arrivent pas à bien se reposer. Ils peuvent également se plaindre de ruminations anxieuses nocturnes, de difficultés à s'endormir en raison de pensées intrusives. L'hypersomnie peut également être un masque de la dépression. Dans certaines formes de dépression, le tableau clinique est dominé par des symptômes psychotiques. Or, elles peuvent également survenir à la suite d'une lésion neurologique. Notamment, par exemple, on a une lésion neurodégénérative, une prise de toxiques, ou l'aura migraineuse, ou une épilepsie. Et toutes ces manifestations neurologiques expliquent pourquoi la dépression est une maladie complexe qui affecte bien plus que l'humeur, avec des répercussions profondes sur le fonctionnement cérébral. Alors, quelles sont les conséquences de cette dépression sous-diagnostiquée ? Une dépression non diagnostiquée et non traitée entraîne une augmentation de la durée du séjour hospitalier, du nombre de consultations, des frais de soins et majore la sévérité de l'évolution de la maladie neurologique ainsi que son pronostic. La dépression peut entraîner une non-observance du traitement, diminuant ainsi la capacité de nos confrères neurologues à maintenir l'absence de crise épileptique chez les patients, à prévenir le prochain accident vasculaire cérébral ou à réduire la probabilité d'une nouvelle exacerbation de la sclérose en plaques. Et puis une surmortalité suicidaire. Et dans ce cas-là, l'acte suicidaire peut être en rapport soit avec une dépression comorbide non traitée, soit en rapport avec l'impact psychologique propre de la maladie neurologique. Chez les patients migraineux, la dépression aggrave et multiplie les crises de migraine. Elle est également liée à un risque suicidaire plus élevé avec une altération de la qualité de vie de ces patients. Alors, une étude brésilienne incluant 967 patients dépressifs, dont 213 migraineux, a montré qu'une migraine est associée à la dépression expose à une mauvaise qualité de vie, à une désinsertion socio-professionnelle et à des crises de migraine plus nombreuses, plus intenses et plus prolongées.
Pour le cas particulier de l'épilepsie, il convient quand même de dire que les troubles dépressifs peuvent être classés à des fins didactiques selon la relation temporelle avec la crise épileptique. Donc on parle de dépression ictale lorsque les symptômes dépressifs sont une manifestation clinique de la crise. On a la dépression périictale lorsque les symptômes précèdent ou suivent la crise d'épilepsie. Et on a la dépression intercritique où les symptômes surviennent indépendamment de la survenue des crises épileptiques. Donc cette dépression intercritique, c'est le type le plus fréquent. Néanmoins, un pourcentage important des patients présentent un tableau clinique atypique, ne répondant pas aux critères du DSM de dépression, et un fort consensus émerge actuellement parmi les experts selon lequel il existe des syndromes dépressifs uniques et ils se présentent généralement sous la forme d'une dépression chronique légère ou d'un trouble dysthymique de l'épileptique. Et chez les patients épileptiques, la dépression, encore une fois, altère la qualité de vie, augmente le nombre de crises, entraîne un absentéisme et un déclin cognitif à long terme. L'étiologie de la dépression dans l'épilepsie n'a pas été déterminée. Elle est multifactorielle, due à la fois à des facteurs biologiques. On a des facteurs psychosociaux, des facteurs qui sont liés aux crises, des facteurs iatrogènes qui peuvent tous soit agir individuellement, soit en synergie. Donc le risque suicidaire est compris entre 5 à 14,3% chez les patients épileptiques et ce taux est 6 à 25 fois plus élevé chez les patients qui sont atteints d'épilepsie du lobe temporal ou si l'épilepsie est associée à une dépression. Donc la dépression peut survenir également à l'initiation ou à l'arrêt d'un traitement anti-épileptique. Les patients ayant une dépression post-accident vasculaire cérébral ont un taux de mortalité qui est plus élevé, un déficit cognitif plus prononcé, une mauvaise qualité de vie et un risque suicidaire plus élevé et récupèrent moins comparativement aux patients non déprimés après un accident vasculaire cérébral. Mais l'utilisation systématique quand même d'antidépresseurs pour la prévention de la dépression post-AVC pour améliorer la récupération reste encore sujet de controverse. Des études récentes suggèrent que l'apparition précoce de la dépression et la dépression récurrente peuvent constituer des facteurs de risque à long terme de développement d'une démence, alors que l'apparition de symptômes dépressifs tardifs peut refléter une phase prodromique de la démence. Donc la dépression accélère la progression de la maladie, augmente la mortalité et les antidépresseurs peuvent parfois jouer un rôle neuroprotecteur. Et les données de la littérature scientifique sont encore très controversées concernant le lien de la dépression et de la démence, avec des études qui soutiennent que la dépression est un facteur de risque, d'autres qui soutiennent que c'est un prodrome, une conséquence ou une comorbidité indépendante de la démence. La dépression est le trouble psychiatrique le plus fréquent dans la maladie de Parkinson. Elle est souvent sous-diagnostiquée et sous-traitée et elle retentit négativement sur le pronostic et la sévérité de la maladie et sur la qualité de vie des patients. Le chevauchement des symptômes de la dépression et de la sclérose en plaques peut rendre le diagnostic de la dépression très difficile chez ces patients. L'étiologie de la dépression dans la sclérose en plaques est inconnue, mais elle pourrait être liée, selon certaines études, à des mécanismes auto-humains, au site de la lésion de la sclérose en plaques ou aux médicaments contre la SEP, notamment l'interféron. La dépression augmente 7,5 fois de plus le risque de suicide chez les patients atteints de sclérose en plaques et réduit la qualité de vie. Il existe même une corrélation radiologique sur l'IRM entre la gravité de la dépression et l'aggravation des lésions de la sclérose en plaques. Alors, quels sont les principes généraux de prise en charge ? Le premier principe, bien évidemment, c'est la pluridisciplinarité et la personnalisation de la prise en charge, qui est à la fois neurologique et psychiatrique, associant un traitement pharmacologique et psychothérapie et prenant en considération les interactions médicamenteuses qui peuvent exister. Parfois, une hospitalisation peut être proposée lorsqu'on a un risque suicidaire très élevé ou lorsqu'on a des formes très sévères. Et en résumé, et pour ne pas empiéter sur les présentations ultérieures concernant les traitements de la dépression masquée ou la dépression masquée chez le sujet âgé, le tableau suivant offre quelques options thérapeutiques pharmacologiques en fonction du trouble neurologique. Notez que les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine sont souvent les plus recommandés et les mieux tolérés. Alors, en conclusion, il faut retenir que la dépression est fréquente, sous-diagnostiquée chez les patients souffrant de troubles neurologiques, qu'une dépression comorbide non traitée aggrave le trouble neurologique et majore le risque suicidaire, que ce n'est pas normal d'être déprimé quand on a un trouble neurologique, et j'insiste sur l'intérêt de la collaboration étroite entre les psychiatres et les neurologues. Et merci pour votre attention.